Bien, je vous remercie de votre invitation. Alors, on va changer totalement de registre. Je vais donc vous présenter Cardioverne, le service que j'ai créé voici 4 ans maintenant, et qui reste unique en France pour l'instant, mais on espère fort qu'il va se diffuser. C'est un service de télésurveillance et de coordination des soins pour les patients insuffisants cardiaques graves, qui s'est donc déployé sur les 4 départements auvergnats. Alors, les médecins, nous avons l'obligation de déclarer nos conflits d'intérêts, donc je n'ai aucun conflit d'intérêts dans cette affaire. Un petit mot d'épidémiologie, si vous le voulez, pour bien situer les objectifs de ce projet. L'insuffisance cardiaque est une pathologie extrêmement fréquente, 3% de la population française. C'est la première cause d'hospitalisation en France, toute pathologie confondue, au-delà de l'âge de 60 ans. Ça, les gens ne le savent pas, mais c'est la pathologie qui entraîne le plus d'hospitalisation. Une particularité, c'est que la cohorte ne cesse de grossir, 120 000 nouveaux cas tous les ans en France. Pourquoi ? Eh bien, la cardiologie, comme notre spécialité, les cardiologues ont fait des progrès, si bien que nous permettons la survie de patients qui, il y a 5 ou 10 ans, mouraient d'un infarctus du myocarde extrêmement étendu. Aujourd'hui, ils vont survivre, mais avec une amputation de 40 ou 45% de leur masse du muscle cardiaque. Donc, ils sont en insuffisance cardiaque. Leur cœur ne peut plus assurer une fonction circulatoire correcte. Donc, pathologie extraordinairement fréquente, également très grave. Il n'y a guère que le cancer bronchique qui va tuer plus vite et plus sûrement que l'insuffisance cardiaque, mais vous voyez que cette mortalité, la première année, selon les séries, tourne entre 25 et 30%. C'est effroyable comme mortalité. C'est aussi une pathologie qui amène le patient plusieurs fois à l'hôpital. Ces patients sont réhospitalisés. Classiquement, en France, c'est un patient sur 3 qui revient à l'hôpital dans le trimestre qui suit sa première décompensation, 1 sur 2 dans le premier semestre. Il y a des chiffres très précis qui sont récemment publiés aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, l'assurance maladie est très différente de la nôtre et très coûteuse, bien sûr. Or, donc, les établissements s'évertuent à écourter les hospitalisations. Donc, alors que la durée moyenne de séjour chez nous est de 13 jours, aux États-Unis, au 5e jour, on renvoie le patient à l'hôpital, sauf que 24,9% de cette population revient à l'hôpital dans le premier mois qui suit sa première hospitalisation. Si bien que les assureurs nord-américains, aujourd'hui, ils disent aux cliniques, vous travaillez mal, donc on va mal vous rembourser. Ils leur infligent des pénalités. Alors, nous ne connaissons pas ça encore en France, mais pourquoi pas demain ? C'est tout à fait possible. Du fait de ces séjours hospitaliers extrêmement répétés, bien c'est une pathologie très coûteuse, puisque ce qui coûte dans la santé, je ne vous apprends rien, c'est l'hôpital. Ce n'est pas le médecin généraliste, ce n'est pas le pharmacien, ce n'est pas le biologiste, c'est l'hôpital. 92,6% de la facture sont des frais hospitaliers. Or donc, un insuffisant cardiaque, la première année, va coûter à l'assurance maladie, enfin à nous-mêmes, entre 12 et 18 000 euros par an. Donc, vous voyez que les objectifs sont assez clairement définis quand on a cette notion épidémiologique. C'est que le médecin doit tout faire pour diminuer la mortalité. Ça, c'est quand même notre métier et notre objectif premier. Mais aussi d'éviter les réhospitalisations, assurant ainsi un meilleur confort de vie à nos patients et un moindre coût de prise en charge, bien évidemment. Alors pour ça, on a tout d'abord créé ce qu'on appelle un groupement de coopération sanitaire. Je fais bref, c'est un hôpital virtuel. On a exactement les mêmes statuts qu'un hôpital. Donc ce sont des statuts extrêmement robustes, avec un conseil de surveillance. Et ce groupement associe toutes les structures hospitalières, publiques et privées de la région, toutes les instances représentatives des professionnels de santé, associations de malades, etc. Donc tout le monde a signé son adhésion à Cardioverne. J'ai sans doute eu une chance dans cette affaire, c'est de pouvoir signer un contrat de partenariat avec un industriel qui s'appelle Almeris, qui est une filiale du groupe Orange. Et nous avons travaillé avec ces informaticiens pendant, on va dire, une bonne année. On continue aujourd'hui, 4 ans après, à travailler
très régulièrement pour améliorer notre dossier informatisé, qui, je dois le dire, est extrêmement performant, et le système expert qui va générer des alertes et des alarmes sur les données que nous allons télérenseigner. Juste un mot de nos financeurs. Mon budget de fonctionnement est assuré par l'ARS, donc c'est de l'argent qui vient de l'assurance maladie. Bon, il faut le plaider très fort, ce budget, vous l'imaginez. Et puis pour les équipements, eh bien, on a eu un tout petit soutien de la région et j'ai appris un autre métier, moi, à cette époque-là, c'est-à-dire à monter des dossiers pour avoir un financement de l'État au même niveau que la région. Et si vous avez un financement de votre région et de l'État, vous êtes qualifié pour monter un dossier pour l'Europe, pour les fonds FEDER. Et j'ai obtenu cette subvention de l'Europe, ce qui m'a permis effectivement d'acheter les capteurs que nous confions aux patients gratuitement jusqu'à maintenant. Et puis, on avait conçu que pour aider des infirmières à évoluer dans leur pratique, nous allions leur fournir des smartphones. Donc les 400 premiers cabinets infirmiers qui ont été équipés de smartphones l'ont été gratuitement sur des soutiens financiers qu'on avait obtenus de nos départements sur le thème recul de la dépendance, puisque c'est leur responsabilité. Aujourd'hui, on a arrêté d'acheter des smartphones. Les infirmières peuvent télécharger l'application sur leur smartphone personnel. Alors, le schéma est le suivant. Vous allez le voir, le patient, lui, va être équipé d'un seul capteur, enfin, je dirais le patient de base. Hein. Aujourd'hui, on travaille sur bien d'autres capteurs, mais il faut, pour réussir un projet comme ça, qu'il soit simple. Il ne faut pas faire des usines à gaz. Hein. Donc, pour que le patient accepte tout ça, il faut que ce soit très simple. En fait, lui, son seul travail, ça va être de se peser tous les matins. Vessie vide, estomac vide, il se pèse tous les jours. Alors ça devient vraiment un réflexe. Alors pourquoi on attache tant d'importance au poids dans cette pathologie? C'est que cœur et reins sont des organes qui travaillent bien sûr en étroite collaboration, et un rein qui est mal perfusé par un cœur défaillant ne va pas éliminer l'eau et le sel. Donc ces patients retiennent de l'eau et du sel qu'ils vont mettre dans leurs poumons, dans leur foie, dans leurs jambes. Bien évidemment, s'ils retiennent de l'eau et du sel, leur poids augmente. Et je vous assure qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'ils prennent 2 kilos. Hein. Un petit écart de régime et c'est fait. C'est son seul travail, au patient. C'est son seul travail. Et quand on a notre entretien d'inclusion avec lui, clairement, il prend l'engagement de le faire. C'est un autre avantage pour nous, c'est que ça nous permet de le localiser, puisque au matin du 4e jour, s'il ne s'est pas pesé, on a une alerte. Et donc, on va le chercher. C'est comme ça que je sais parfaitement qu'il peut être réhospitalisé, par exemple. Hein. Le matériel marche sur tout le territoire français, il n'y a pas de souci, il peut l'emmener avec lui en vacances. Et puis, nous avons fait évoluer un petit peu le travail de l'infirmière libérale. Nous équipons, je l'ai dit, les infirmières libérales d'un smartphone avec lequel elle va pouvoir télé-renseigner directement notre dossier informatisé de façon hyper sécurisée. La transaction se fait avec la même sécurisation qu'une transaction bancaire. C'est exactement pareil. Je ne vais pas insister sur la sécurisation de ces données-là, mais c'est bien sûr un des points les plus sensibles, vous l'avez deviné. On verra tout à l'heure les données qui sont télérenseignées par l'infirmière, et puis les laboratoires d'analyse médicale vont télécharger automatiquement dans notre dossier les résultats biologiques, bilans sanguins qui sont prescrits par les médecins généralistes. Enfin, la thérapeutique, c'est le pharmacien d'officine qui va renseigner la thérapeutique à chaque délivrance d'ordonnance, donc en règle une fois par mois chez ces patients chroniques. Donc nous sommes informés de l'évolution de la prescription. Donc toutes ces données-là sont bien sûr hébergées de façon hyper sécurisée, je le répète. Il y a un agrément pour ça, c'est pas simple pour obtenir les autorisations du ministère, donc Almeris, nous avons bâti avec eux le dossier d'agrément et nous l'avons obtenu. Et donc développer avec ces informaticiens ce système expert qui va générer 2 niveaux, alerte si c'est pas trop grave, alarme si c'est très grave. Je vous dirai les bornes tout à l'heure, mais on va aller très vite sur les bornes. Alors voilà l'image de la balance et du télétransmetteur qui va avec. Là c'est une liaison filaire, aujourd'hui on a des balances en Bluetooth, mais enfin ça c'est pas le sujet. Et nous recevons donc quotidiennement la pesée des patients. L'infirmière, elle, avec son smartphone, va renseigner des données cliniques. Alors, des données fonctionnelles d'abord. Est-ce que le patient est plus essoufflé, plus fatigué? N'importe quel symptôme peut être renseigné. L'infirmière va regarder s'il y a des édèmes des membres inférieurs, puisque l'eau va se mettre aussi dans les jambes. Et ça fait pas mal. Nos patients,
avant cette surveillance étroite, parfois aller consulter après avoir retenu 15 kilos d'édème. Il faut que vous le sachiez, ça. Et quand ils ne peuvent plus mettre les charentaises, et même après, ils mettent des coups de ciseaux dans les charentaises pour pouvoir enfiler les pieds, dans la mesure où ça fait pas mal, et peut-être plus en Auvergne. Je ne suis pas sûr que l'Auvergne soit si isolée que vous l'avez dit, on en reparlera tout à l'heure. Or donc, les édèmes sont renseignés avec 3 degrés de gravité, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, et puis elle peut aussi, et très souvent l'infirmière nous adresse des renseignements d'ordre social, d'ordre hygiéno-diététique, si vous voulez, donc des renseignements extrêmement précieux. Et tout ça est donc téléchargé automatiquement. Et la fréquence de surveillance est modulable, bien sûr, en fonction de la gravité des patients. En sortie d'hospitalisation, puisque tous nos patients sont inclus dans le cardio-auvergne, et en sortie d'hospitalisation, l'infirmière peut passer 2 fois par semaine, et un patient stabilisé, elle devra passer au moins 1 fois par mois, minimum. Ça, c'est ce que les caisses d'assurance maladie nous ont concédé. Alors, je ne rentre pas dans les détails. La biologie, ça tourne beaucoup autour de la fonction rénale. J'ai dit tout à l'heure l'importance de la fonction rénale, et également la surveillance de la décoagulation, puisque beaucoup de patients reçoivent des traitements anticoagulants qui sont des traitements très difficiles à manier. Pour la thérapeutique, je ne m'attarde pas, c'est sur le tableau de droite. Alors, les bornes que j'ai définies pour ces données cliniques, tout d'abord, je ne rentre pas dans les détails, mais l'item le plus surveillé, c'est le poids, vous l'avez compris. J'ai une alerte à 2 kg et une alarme à 5 kg. Donc l'alarme, c'est du rouge, là, on est dans le grave. Et puis, l'essoufflement, les édèmes, la fréquence cardiaque, je ne rentre pas dans les détails, on a défini en orange les alertes des bornes qui sont un peu moins graves que les alarmes. Bon, il en va de même pour la biologie, avec des choses, je cite que peut-être une seule donnée qui est extrêmement importante, c'est la kaliémie, par exemple, le taux de potassium dans le sang, qui est largement influencé par les thérapeutiques que nous utilisons. Ce qu'il faut savoir, c'est que la survenue d'une hyperkaliémie, ce que j'ai mis en rouge là, 6,5, ça peut signifier une mort subite dans la journée. Donc, il faut effectivement pouvoir réagir extrêmement vite si on a ce type d'alerte, et ça arrive de temps en temps. Alors, notre dossier informatisé, je dois le dire, est très performant. Il est très performant, il est suffisamment détaillé. J'ai aussi, je ne vais pas figurer là, mais la photo de tous mes patients sur le dossier, ce qui est extrêmement important, puisqu'on va travailler, vous l'avez compris, aussi beaucoup par téléphone. Et ce système expert marche très bien. Alors, je ne rentre pas dans les détails du dossier, c'est des affaires de spécialistes. Simplement, peut-être un petit mot sur le parcours de soins du patient, puisque en fait, toutes les inclusions dans le cardio-auvergne vont être faites en cours ou des cours en sortie d'hospitalisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces patients sont des patients très graves. Au stade fonctionnel international, qui est la classification new-yorkaise, stade 3 ou 4. Alors, pour les non-initiés, stade 3, c'est quelqu'un qui ne peut pas monter un étage d'escalier sans s'arrêter, tellement il est essoufflé. Et stade 4, c'est quelqu'un qui est essoufflé au repos et qui ne peut pas tenir la position allongée dans son lit, donc il passe ses nuits assis au fauteuil ou calé dans les oreillers. Donc des patients extraordinairement invalidés, et je vous rappelle la mortalité de 30% dans la première année. Donc toutes nos inclusions se font sur demande du cardiologue hospitalier, et nous allons rencontrer, et pour nous c'est un moment extrêmement important, la rencontre avec le patient qui va durer 1 heure à 1 heure et demie, pendant laquelle nous allons bien sûr finir de compléter son dossier administratif et médical, mais surtout faire déjà de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire s'enquérir de ses habitudes de vie, de ses objectifs, parce qu'il faut tenir compte aussi du souhait des patients. Tout le monde n'a pas les mêmes exigences. Ses habitudes alimentaires, son environnement social, familial, c'est extrêmement important. On y reviendra un tout petit peu tout à l'heure, mais beaucoup de patients sont isolés, et vous n'avez pas la même chance. Si vous êtes tout seul, alors là je vous le concède, au fond du Cantal, tout seul dans un village, ou si vous êtes en famille avec une épouse très aidante. Ce n'est pas du tout la même situation, et les chances de survie ne sont pas du tout les mêmes entre les deux situations.
Donc on va recueillir l'autorisation du patient de créer un dossier informatisé. Ça, c'est la loi informatique liberté. Donc je peux vous dire, c'est que le dossier, il est hyper sécurisé. Pour rentrer dans un dossier comme ça, il faudrait déjà être très fort, puisqu'effectivement, il y a une carte à puce, il y a des codes, etc. Et puis, nous recueillerons également, secondairement, l'autorisation du médecin généraliste. Ça, c'est très important. Je m'étais imaginé qu'il y aurait peut-être un frein à ce niveau-là. En fait, aucun médecin, on va voir tout à l'heure sur la cohorte de patients, on en a ce matin 854, aucun médecin n'a refusé l'inclusion dans le système. Ensuite, nos infirmières vont bien sûr informer leurs collègues infirmières libérales, leur apprendre à télécharger l'application et à se servir d'un smartphone, parce que c'est pas complètement évident non plus. On a amorcé l'affaire, j'ai bien dit, avec 400 cabinets infirmiers. Maintenant, ça rentre dans les mœurs et elles ont su évoluer. Bon, on peut prendre des contacts, on va prendre contact systématiquement avec les pharmaciens, bien sûr, et parfois avec d'autres professionnels de santé. Les kinésithérapeutes en France sont pas très impliqués dans la boucle de soins de ces patients-là. D'abord, ils ne sont pas formés à ça, ça leur fait peur, et alors que l'activité physique est réellement un point important aussi de la thérapeutique. Il reste beaucoup de progrès à faire, on essaye de faire évoluer un peu cette profession. Alors, notre travail, j'allais dire le travail de la cellule de coordination, puisque vous avez bien compris que toutes ces alertes et alarmes allaient arriver sur nos ordinateurs, donc on a constitué une petite équipe qui est composée d'1,5 équivalent temps plein de cardiologues, 2 infirmières qui sont diplômées en éducation thérapeutique, une secrétaire médicale, on a un pharmacien vacataire qui peut aller effectivement chez ses collègues libéraux pour les initier à l'éducation thérapeutique en particulier, une diététicienne que nous faisons intervenir, je vais dire, chez nos patients les plus rebelles, on va les appeler comme ça. Alors, sur l'expérience qu'on a acquise et dont je vais vous présenter rapidement les résultats, ce que je peux dire, c'est qu'on a monté un système qui est relativement simple, je dirais même simple, peut-être même simplissime, et de ce fait, il a été très bien accepté. Mais je pense que ça, c'est une condition. Il faut pas faire les choses trop compliquées. Donc, les médecins généralistes, je l'ai déjà dit, aucun n'a émis de réserve. Les infirmières sont extrêmement contents. Elles nous disent: enfin, on fait notre vrai métier. Ce qu'il faut que vous sachiez, vous qui n'êtes pas des professionnels de santé, c'est que les infirmières libérales passent la moitié de leur temps à faire des toilettes, ce qui n'est pas leur métier. C'est un métier d'aide-soignante de faire la toilette. Or donc, comme il n'y a pas d'aide-soignante en nombre suffisant en France, ce sont les infirmières qui font ça en plus du reste. Donc aujourd'hui, elles sont très impliquées dans la surveillance paramédicale, presque médicale de ces patients, et elles en sont fort contentes. Quant aux pharmaciens, alors eux, ils sont ravis, ils sont tout à fait ravis qu'on ne les prenne plus pour des épiciers, donc ils sont très très contents. Ils ont bien compris qu'il fallait évoluer, ils en sont convaincus qu'ils doivent évoluer dans leur pratique, et ils sont très menacés, les pharmaciens, vous l'avez bien compris. Or donc, ils s'impliquent particulièrement dans cette activité d'éducation thérapeutique. C'est un point fondamental de notre activité, c'est qu'il faut apprendre aux patients à comprendre sa maladie, à se prendre en charge. Et c'est comme ça qu'on a eu des résultats. Donc depuis décembre 2011, nous déployons le système. Alors, juste très rapidement, le bilan à 33 mois, il date de la fin du mois d'août, on avait alors 773 patients. Bon, peu importe l'origine géographique, c'est très proportionnel à la population de la région, mais je souligne quand même un peu qu'on travaille donc aujourd'hui avec quasiment 600 médecins. Bon, 112 cardiologues, ça c'est les mêmes, on les avait tous, les biologistes aussi, et puis à l'époque 425 pharmaciens et 1234 infirmières. Donc on commence à avoir tissé un réseau important. Alors, sur ces 773, on va voir qu'il y en a qui sont actifs, d'autres sont inactifs, dont certains décédés bien sûr, et on pourrait, mais je ne veux pas détailler, rassurez-vous, rajouter une centaine de patients qui ont été récusés entre guillemets. Il y en a 10 qui ont été récusés pour le coup parce qu'ils sont morts pendant leur hospitalisation, pour vous dire qu'ils étaient quand même pas très frais, et puis certains ne pouvaient pas se peser, ils étaient grabataires, ils étaient tellement fatigués qu'ils ne pouvaient pas se tenir debout. Bon, certains, très peu, sont partis en EHPAD au terme de leur hospitalisation. Donc,
la pyramide des âges, simplement pour vous faire remarquer que la moyenne d'âge n'est pas élevée. 70 ans, la moyenne, c'est pas très élevé aujourd'hui. Avec des extrêmes, on a une benjamine de 22 ans et une doyenne de 95. Donc rien de très exceptionnel dans cette pyramide, sinon que je voudrais insister sur le fait que, bien sûr, 236 sont plus de 80 ans, et puis 269 sont isolés. Je dis bien isolés, c'est-à-dire tout seuls, sans aidant. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et je pense qu'on a, avec l'assistance qu'on leur apporte, transformé un petit peu cette situation. Très vite, parce que c'est un peu spécialisé, mais pour vous montrer les causes premières de ces maladies-là, ce qui est en rouge, ce sont les cicatrices d'infarctus du myocarde, en fait, donc de grands infarctus du myocarde qui laissent des cœurs inefficaces. Ce qui est en vert, juste un mot, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les cardiomyopathies dilatées hypokinétiques. Donc vous avez déjà tout traduit. Maladie du muscle qui se dilate et qui se contracte mal. Pour la plupart, ce sont des causes toxiques. Alors, tout le monde sait que l'alcool, ça donne la cirrhose du foie. Ça, tout le monde le sait. Par contre, peu de gens savent que l'alcool donne plus souvent que la cirrhose du foie une cardiomyopathie dilatée hypokinétique. Donc, beaucoup de causes toxiques. Et également dans les toxiques du iatrogène, c'est-à-dire des patients que nous avons guéris d'un cancer du sein ou d'une hémopathie avec des chimiothérapies ou des irradiations très agressives et à qui on a fusillé le myocarde. Donc ça, il faut aussi le savoir. Or donc, ces patients, vous voyez à peu près la répartition de leurs causes, et j'insiste sur des éléments de gravité que j'ai soulignés là. Dans un grand nombre, en plus de leur maladie du muscle, ils ont un trouble du rythme cardiaque, ce que j'ai appelé ACPARFA, fibrillation de l'oreillette. Et puis ils peuvent avoir une hypertension dans leur circuit pulmonaire. Ça, c'est très mauvais. Beaucoup de diabétiques, 266. Alors puis certains ont bénéficié, je peux le dire comme ça, de techniques un peu élaborées d'électrostimulation ou ont reçu des défibrillateurs implantables. 3 sont équipés de turbines, c'est-à-dire leur cœur est arrêté et ils sont équipés d'une assistance circulatoire totale qui est une turbine. Donc nous, médecins, jusqu'il n'y a pas si longtemps, on pensait qu'il fallait un flux pulsé pour vivre. En fait, non, en flux continu, on peut vivre. Donc ce sont des gens qui n'ont pas de pouls, pas de tension, mais qui vivent et ils sont à leur domicile avec une turbine. Alors la plupart, il n'y en a pas beaucoup dans cette série-là, on en a beaucoup plus que ça, sont des gens qui attendent une greffe, qui sont en attente de transplantation. Alors, juste nos résultats, j'allais dire bruts. À la fin du mois d'août dernier, nous avions 14 mois de recul moyen. Alors, ça allait bien sûr de plus de 3 ans à 3 jours. Donc, il faut moyenner tout ça pour en tirer des statistiques. Peu importe le nombre d'alarmes, d'alertes, ça, c'est pas le sujet. Ça représente à peu près aujourd'hui un petit peu plus que ça. Mais aujourd'hui, c'est à peu près 35 à 40 appels téléphoniques par jour à nos patients, par nos infirmières. Et puis, quand la situation le mérite vraiment, qu'on est inquiet, eh bien, ma collègue ou moi-même, nous téléphonons au médecin généraliste pour qu'il puisse adapter très vite le traitement. L'idée, c'est ça. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça ne fait pas forcément mal. Or donc, plus vite on réagit, plus on a de succès, bien évidemment. La situation rentre dans l'ordre, le malade ne viendra pas à l'hôpital et il va pouvoir vivre. Alors, on déplore bien sûr des décès, c'est une évidence. Nous avons 115 décès, dont la moyenne d'âge est de 77,6 ans, heureusement plus élevée que la moyenne générale, ce qui représente indexé à l'année une mortalité de 12,8%. 12,8, je vous ai dit tout à l'heure, c'était 30%. Donc on a divisé par 2 largement la mortalité, simplement en assurant cette assistance. Je dis assistance et cette éducation thérapeutique quasi quotidienne. Je ne détaille pas les causes de mortalité. Nous avions déclaré à l'inclusion dans 18 cas que c'était des fins de vie. Alors, bon, je ne vous cache pas qu'on s'est trompé parfois. On a dit fin de vie, et puis 6 mois après, il est toujours vivant, on peut se tromper. Mais les 18 qui sont morts là, on les avait déclarés fin de vie, et bon, bien sûr, ils sont morts assez vite. Mais donc, je n'ai refusé personne, sauf ce que j'ai dit tout à l'heure. Et bon, il y en a qui se sont suicidés, il y en a 2 qui se sont suicidés, et puis les turbines, c'est pas simple. Les turbines à domicile, il y en a 2 qui ont thrombosé, et qui sont morts. Bon, alors les sorties volontaires
Ce sont des patients qui ont accepté de sortir. Dans le schéma, j'avais proposé qu'au terme d'une année, un patient stabilisé pourrait éventuellement nous rendre le matériel. Avec l'expérience, en fait, il s'avère que, d'une part, c'est pas forcément très raisonnable, parce qu'un patient même stabilisé peut demain décompenser pour une raison X ou Y, un épisode infectieux intercurrent ou l'installation d'un trouble du rythme, mais néanmoins, pour des raisons bassement matérielles, financières, aujourd'hui, on n'a plus de capteurs et on a atteint une saturation totale de l'équipe avec 850 inclusions. Là, clairement, on y passe nos jours, pas nos nuits, je vous rassure. Et donc, j'avais fait une enquête de satisfaction qui est forcément biaisée, c'est moi qui l'ai faite. Mais néanmoins, 164 patients ont refusé de sortir, catégoriquement. 8 ont accepté, 164 ont refusé catégoriquement de sortir en disant « Ah non, on se sent très sécurisé, et surtout, on continue. » Bon, les autres causes de sortie, bon, il y en a 17 pour causes que j'ai qualifiées de psychiques, dont 10 ingérables. Vous imaginez pas, il y a des gens qui sont complètement barjots. Mais non, mais même sur des pathologies extraordinairement graves comme ça, ils ne veulent pas comprendre. Alors, les réhospitalisations, deuxième point bien sûr extrêmement important, nous avons abaissé le taux de réhospitalisation de façon extrêmement sensible, puisque 123 séjours pour 89 patients. Le record, c'est 6 séjours. C'est effectivement une dame qu'on avait déclarée fin de vie. Elle a quand même duré 8 mois, mais enfin, elle est venue 6 fois à l'hôpital. Bon, peu importe le détail. On a abaissé ce taux de réhospitalisation à 13,7. Je vous rappelle tout à l'heure qu'on était entre 30 et 40%, selon les séries européennes. Et on a raccourci également les durées moyennes de séjour, qui étaient à 13 jours. On est passé à 9,2. Vous comprenez facilement qu'on peut aller plus vite si le patient, on l'hospitalise avec 5 kilos de flotte, contre 15 kilos. Pour vider 15 ou 20 kilos de flotte, il faudra plus longtemps. Donc, de ce fait, on a effectivement fait des économies. On a fait vivre des gens, on a dépensé plus d'argent, donc il faut calculer. Les études médico-économiques, c'est extrêmement difficile. Là, c'est très schématique ce que je dis là, parce qu'en pratique, c'est une utopie de faire des études médico-économiques très très pointues. On peut en faire, certes, mais néanmoins, vous allez compenser la durée de vie supérieure qui coûte très cher, bien sûr, avec un moindre hospitalisation et raccourcissement de la durée de séjour. Ce qu'on a noté aussi, c'est que alors que nos patients avant revenaient assez précocement, là on a aussi retardé. Ceux qui sont revenus à l'hôpital sont venus plus tard. Donc c'est un autre effet bénéfique. Alors pour conclure, nos objectifs, je n'ai pas dit qu'on avait forcément rempli tous nos objectifs, mais enfin néanmoins, on a de l'espoir. Moi j'estime que sur ma région, mes compétences s'arrêtent à la région. Et je pense que si d'autres projets de ce type doivent être montés, il faut le faire à l'échelon régional. Alors est-ce que c'est les anciennes ou les nouvelles régions, ça je ne saurais pas le dire, mais en tout cas, les plateformes nationales, ça ne marchera pas. Moi, mes malades, je les connais tous, je les ai tous rencontrés, et je peux vous dire qu'il se crée au fil des coups de téléphone et des rencontres une proximité, et ça, c'est un point qui est extrêmement important et qui sera peut-être débattu tout à l'heure, parce que vous pourriez imaginer qu'en médecine, les outils connectés vont déshumaniser notre métier. Je ne crois pas, mais non, pas du tout. Or donc, on a, sur ce petit recul, je vais le dire comme ça, et c'est plus une petite série, 800 malades, 850, ça commence à causer. Améliorer le pronostic. Je crois que ça, on le tient. Réduit les hospitalisations, je crois aussi. D'où un impact économique. Alors moi, je l'ai calculé, mais je dis bien c'est très théorique. Donc on économiserait 7 000 € par patient et par an. Mais bon, ça c'est un peu théorique. Recul de la dépendance, bien sûr. Ça, je l'ai passé très vite, mais sur la population surveillée, très peu de patients sont partis en EHPAD. Donc ça aussi, c'est une économie extrêmement sensible. Et puis, un point sur lequel j'insiste un petit peu quand même, c'est le fait qu'on a décloisonné la relation ville-hôpital. Ça, c'est important, et que nous aidons, nous participons du moins, à l'évolution des modes d'exercice de nos professions de santé. Je crois que c'est très important. Aujourd'hui, où il y a sûrement dans les Combrailles, je vous l'accorde, une moindre densité médicale,
bien qu'il soit très connecté dans les Combrailles. L'Auvergne est la région de France la mieux connectée, où le haut débit a été un des atouts, j'insiste. Or donc, nous accompagnons ces nouveaux modes d'exercice, vous savez, en maison de santé, c'est-à-dire regroupement des professionnels de santé. Et je peux vous dire que les jeunes générations en particulier sont extrêmement contents de travailler en équipe comme nous le faisons. Ce type de réseau, ils nous appellent très souvent pour nous dire, voilà, donnez-moi conseil, qu'est-ce que vous feriez. Donc ça, c'est très très gratifiant et très intéressant sur l'évolution de nos professions de santé. Voilà, je vous remercie.